J'avais 9 ans ce soir-là, la veille de Noël. Ça faisait 1 an que mes parents s'étaient séparés. Un divorce moche. Mon père a déménagé en Arizona avec sa nouvelle copine tout de suite après, en faisant des promesses qu'il n'a jamais tenues. Il envoyait quand même les chèques de pension alimentaire, que ma mère encaissait et dépensait pour autre chose. On vivait dans un appartement au 2e étage, côté est, le genre d'immeuble où l'ascenseur ne marchait jamais et où le couloir sentait la cigarette et la moisissure. Ma mère bossait dans une station-service quand elle daignait s'y présenter. Son copain Ray ne travaillait pas du tout. Le chauffage était coupé depuis presque 1 semaine. Je dormais dans mon manteau d'hiver la plupart des nuits. Cette nuit-là, je me suis réveillé vers 20h. L'appart était plongé dans le noir, à part la lueur de la télé qui diffusait un vieux film avec le son coupé. Ma mère était affalée au sol dans le salon, près de la table basse. Ray était dans le fauteuil relax près de la fenêtre, une seringue encore plantée dans le bras. J'avais arrêté d'essayer de les réveiller depuis des mois. J'avais mal au ventre. Je n'avais rien mangé depuis le déjeuner de la veille à l'école. Les vacances de Noël, ça voulait dire pas de repas gratuits, juste ce que je pouvais trouver à la maison. J'ai vérifié les placards de la cuisine et j'ai trouvé du bicarbonate, des vieux sachets de thé et une boîte de haricots qu'on ne pouvait pas ouvrir parce que l'ouvre-boîte avait été au clou le mois d'avant, avec le micro-ondes. La lumière du frigo ne s'allumait plus depuis que le courant avait été coupé 2 jours plus tôt. À l'intérieur, il y avait du lait tourné et un pot de cornichons à moitié vide. Je me tenais là, dans le noir, à regarder ma respiration former des petits nuages quand j'ai entendu qu'on frappait. C'était bizarre parce qu'on n'avait pas de visiteurs qui frappaient. Tous les amis de ma mère entraient direct. Je me suis approché de la porte lentement et j'ai demandé qui c'était, sans ouvrir. Une voix d'homme m'a répondu que c'était le Père Noël et qu'il avait un cadeau spécial rien que pour moi. Même à 9 ans, j'étais pas bête à ce point-là. Je lui ai dit de partir, mais il continuait à vouloir entrer et ça a commencé à me faire flipper. Comme il ne lâchait pas l'affaire, je lui ai dit que ma mère allait appeler les flics. Il y a eu un long silence. Puis il a ricané et il m'a demandé si je parlais de la femme affalée par terre. Mon estomac s'est retourné. Je me suis retourné lentement et j'ai regardé la fenêtre du salon. Elle donnait sur le parking et on laissait toujours les rideaux ouverts. Il y avait un homme, le visage collé contre la vitre. Il portait un costume de Père Noël déchiré, sans fausse barbe ni bonnet. Il avait un visage pâle et un sourire à donner la chair de poule. Il tenait un pied de biche dans la main et il fixait ma mère. J'ai crié et j'ai couru vers elle. Je l'ai secouée par l'épaule, fort. Elle a grogné mais elle n'a pas ouvert les yeux. Du verre s'est brisé quelque part derrière moi. J'ai regardé horrifié alors qu'il enjambait la fenêtre en fredonnant un chant de Noël. Il a rampé lentement vers ma mère, entraînant le pied de biche derrière lui. Ça faisait un bruit à te retourner l'estomac. J'ai reculé précipitamment et je me suis enfermé dans la salle de bain. 15 secondes plus tard, les meubles ont commencé à se fracasser. Ray gueulait sur le type de reculer. Il promettait de le rembourser. Le type a rigolé. D'un coup, ma mère s'est mise à hurler aussi. J'entendais du métal qui s'entrechoquait. La voix stridente de ma mère a fini par tout couvrir. Elle criait mon prénom, encore et encore. Ses cris se sont transformés en gargouillements étouffés jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. J'ai serré mes mains encore plus fort contre mes oreilles et j'ai fermé les yeux de toutes mes forces. J'attendais qu'il défonce la porte et qu'il vienne me chercher, mais il ne l'a pas fait. Bientôt, l'air s'est rempli de sirènes, suivies de grosses bottes qui montaient les escaliers en fracas. Les flics m'ont trouvé dans la salle de bain. Je ne pouvais ni bouger ni parler. L'officier s'est agenouillé et m'a demandé si j'étais blessé. Il m'a dit de ne pas regarder quand il m'a porté dehors, mais j'ai regardé quand même. Il y avait du sang partout. Ils avaient recouvert les corps sans vie de ma mère et de Ray. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait une chaussette grise sale, pleine de bonbons. Les flics m'ont emmené au poste et m'ont posé des questions. Je leur ai raconté tout ce dont je me souvenais. Ils ont appelé mon père. J'ai entendu l'officier au téléphone expliquer ce qui s'était passé et j'ai entendu le dire que ma mère était morte. Mon père est arrivé 3 jours plus tard. Il ne m'a pas serré dans les bras quand nous sommes retrouvés. Il m'a juste demandé si j'allais bien et j'ai hoché la tête, même si ce n'était pas vrai. Le trajet jusqu'à l'aéroport a été silencieux. Il m'a posé quelques questions sur ce dont j'avais besoin de l'appartement. Je lui ai dit que je ne voulais rien de là-bas et il m'a dit que c'était sans doute une bonne idée. Dans l'avion, il a fini par admettre que ma mère avait des problèmes, même avant ma naissance. Il a dit qu'il avait essayé de l'aider, mais qu'il n'y était pas arrivé. Il a dit que rien de tout cela n'était de ma faute. Je ne savais pas quoi dire. Sa femme est arrivée à l'aéroport de Phoenix.
Elle m'a souri et elle m'a dit qu'elle était désolée pour ce qui s'était passé. Ils avaient déjà préparé une chambre d'amis pour moi. Ces 2 petits-enfants de son premier mariage n'arrêtaient pas de me fixer, comme s'ils ne savaient pas quoi en penser de moi. Personne n'en a plus parlé après la première semaine. L'affaire était classée en quelques mois. Juste une tragédie de plus rangée dans un tiroir. J'ai 31 ans maintenant. Mon père est mort 2 ans après d'une crise cardiaque. Sa femme et moi, on s'est à peine parlé aux funérailles. J'ai mon appartement, j'ai ma vie. Je ne fête pas Noël et je ne l'ai plus fêté depuis mes 9 ans. Parfois, je vais chercher l'affaire en ligne. Il n'y a pas grand-chose, à part 2 ou 3 articles de journaux avec des titres du genre « Double suicide la veille de Noël » ou « Un enfant survit à l'agression ». Ils ne parlent pas de la chaussette grise sale, pleine de bonbons. Ils ne parlent pas du chant de Noël glaçant. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Je ne sais pas s'il est mort, s'il est en prison quelque part ou s'il a recommencé. Tout ce que je sais, c'est de ce dont je me souviens. Et je me souviens de tout. Laïa et moi, on avait loué cette cabane qu'on avait trouvée en ligne pour la veille de Noël. Un de ces endroits rustiques en pleine montagne, présenté comme un séjour romantique et isolé. La route pour y monter faisait 3 heures. La neige tombait drue quand on est arrivé. La cabane se trouvait dans une petite clairière entourée d'une forêt de pins dense. Aucune autre maison, aucune lumière visible. On a déchargé la voiture, allumé le feu dans la cheminée, ouvert une bouteille de vin. À 19h, on était installés et on commençait enfin à se détendre quand quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Laïa et moi, on s'est regardés. On n'attendait personne. La société de location avait laissé une clé dans un boîtier à code et on n'avait pas croisé une seule voiture sur la route depuis une bonne heure. J'ai quand même ouvert la porte. Je suis tombé sur une femme sur le perron, homme mitouflé dans un gros manteau d'hiver et un bonnet en laine. Son visage était pâle et ses yeux trop écarquillés. Elle s'est présentée comme une amie du propriétaire. Elle a dit qu'elle habitait dans le coin et qu'elle voulait s'assurer qu'on avait bien tout ce qu'il nous fallait. Je l'ai remerciée, je lui ai dit qu'on était très bien installés et j'ai commencé à refermer la porte. Mais elle s'est rapprochée et elle m'a demandé si elle pouvait entrer 1 minute. Il y avait un truc dans la façon dont elle regardait derrière moi, à l'intérieur de la cabane, qui m'a filé la chair de poule. Juste à ce moment-là, Laïa est apparue derrière moi. Elle a poliment dit à la femme qu'on allait bien, qu'on la remerciait de prendre des nouvelles, mais qu'on avait besoin de rien. Le sourire de la femme s'est figé. Elle a fixé Laïa un long moment, puis elle m'a fixé moi, avant de hocher la tête et de repartir. On a fermé la porte à clé. Laïa a dit que c'était bizarre. J'étais d'accord. On a essayé de passer à autre chose et on est retourné à notre vin et au feu, mais je n'arrivais pas à oublier la façon dont cette femme nous avait regardés, la façon dont elle avait essayé de voir à l'intérieur de la cabane. Elle n'avait pas dit d'où elle venait exactement, ni où elle vivait. Mais Laïa avait tourné la page, alors je n'en ai pas reparlé. On est allé se coucher vers 23 heures. La chambre était au premier étage, avec des fenêtres qui donnaient sur la forêt. La neige tombait encore et étouffait tout dans le silence. Vers minuit, je me suis réveillé parce que Laïa me serrait les bras si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ma peau. Elle était figée de terreur, tremblante. J'ai regardé autour de moi, la chambre était plongée dans le noir, à part la lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre. J'ai plissé les yeux et j'ai immédiatement reconnu la femme de tout à l'heure. Elle se tenait au pied de notre lit, un gros couteau de cuisine à la main, celui du tiroir d'en bas. Quand nos regards se sont croisés, elle m'a fait un sourire et avant que j'aie le temps de bouger le petit doigt, elle a hurlé et elle s'est jetée sur moi. Laïa a crié pendant que je roulais hors du lit, juste au moment où le couteau s'abattait, s'enfonçant dans le matelas là où je me trouvais 1 seconde plus tôt. La femme hurlait des mots que je n'arrivais pas à distinguer, quelque chose sur la maison qui lui appartenait. Elle s'est en prise ensuite à Laïa. Laïa a attrapé la lampe de chevet et elle l'a balancée de toutes ses forces, mais la femme l'a atteinte premier. Elle lui a taillé le bras. Le sang commençait à imprégner sa manche. Laïa a crié et elle est tombée. La femme a visé sa tête, elle allait la poignarder quand j'ai attrapé la première chose qui m'est tombée sous la main, une poêle en fonte que nous avions utilisée pour le petit déjeuner le matin même, et j'ai frappé aussi fort que j'ai pu. La poêle a heurté le côté de la femme avec un bruit que je n'oublierai pas. Elle s'est effondrée au sol. Laïa pleurait en tenant son bras. Je tremblais tellement que j'arrivais à peine à tenir la poêle. On est resté là,
fixé le corps de la femme sur le sol de notre chambre. J'ai cherché son pouls, mais je ne sentais rien. Le sang formait une flaque autour de sa tête, à l'endroit où je l'avais frappé. Laïa a dit qu'il fallait qu'on appelle la police. J'ai hoché la tête et j'ai tendu la main vers mon téléphone. À cet instant, la femme s'est redressée d'un coup, comme tirée par des ficelles, et elle a touché le côté de sa tête, là où le sang lui coulait sur le visage. Mon cœur cognait dans ma poitrine, pendant que je la regardais lécher ses doigts, puis les tremper à nouveau dans le sang et l'étaler sur ses joues comme des peintures de guerre. Elle s'est mise à rire. Puis, elle a foncé hors de la chambre et elle a dévalé les escaliers. On a entendu la porte d'entrée s'ouvrir en claquant. Laïa et moi n'avons pas bougé pendant 1 minute entière, le temps d'essayer d'assimiler ce que nous venons de voir. J'ai fini par descendre. La porte d'entrée était grande ouverte, la neige s'engouffrait à l'intérieur, des empreintes de pas ensanglantées partaient de notre chambre, descendaient l'escalier et sortaient sur le perron. Puis, elles disparaissaient dans les bois. J'ai claqué la porte et je l'ai loquée. J'ai vérifié chaque fenêtre et je les ai toutes fermées, mais on entendait toujours son rire dans les bois. Parfois, ça sonnait vraiment proche, comme si elle était juste dehors. On n'a pas dormi. On est resté assis dans le salon, lumière éteinte, en tenant la poêle et un couteau de boucher que nous avions trouvé dans la cuisine, en attendant qu'elle tente de rentrer par effraction. Les bruits ont continué toute la nuit. Quand le soleil s'est enfin levé, j'ai ouvert la porte prudemment. Le perron était couvert d'empreintes de mains ensanglantées, étalées partout. Certaines étaient encore fraîches, encore rouges. Notre voiture était couverte d'empreintes de mains partout. Sur le pare-brise, les portes, le capot, elle avait passé la nuit à tourner autour de la cabane, à toucher tout. On a couru jusqu'à la voiture. J'ai dû gratter les empreintes de mains sur le pare-brise juste pour voir assez pour conduire. Laïa n'arrêtait pas de regarder vers les bois, en s'attendant que la femme surgisse à tout moment. On ne s'est pas arrêté avant d'atteindre la nationale. On a appelé la police d'une station-service à 40 minutes de là. Ils sont montés à la cabane cet après-midi-là et ils ont trouvé le sang sur le sol de la chambre et les empreintes de mains partout. Mais aucune trace de la femme, ni de piste qui menait quelque part d'utile. La société de location a dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler de quelqu'un qui se présenterait comme un ami du propriétaire. Ils ont dit que personne ne vivait à moins de 8 km de la cabane. Laïa a eu besoin de 12 points de suture au bras. La cicatrice est encore visible. On a tous les deux fait de la thérapie pendant des mois. On ne peut plus aller dans un endroit isolé, ni supporter qu'on frappe à la porte à l'improviste. Ça faisait 3 mois que j'étais sur les applis de rencontres quand j'ai matché avec Evan en décembre. Mon ex avait déménagé en septembre et j'en avais marre de rester seul dans notre appartement tous les soirs. Sur son profil, Evan disait qu'il était ingénieur informatique et qu'il avait un husky qui s'appelait Roi. Il aimait la randonnée et cuisinait parfois des pâtes fraîches maison. C'était un brun avec un sourire charmant. On a échangé des messages pendant 2 semaines avant qu'il me propose de venir m'aider à décorer pour Noël. Il avait remarqué que j'avais laissé entendre que je n'avais pas la motivation pour les fêtes, et il proposait d'apporter des guirlandes et des ornements si je voulais un peu de compagnie. Ça avait l'air adorable, alors j'ai dit oui. On s'est fixé rendez-vous le samedi soir. Il apportait les décorations et il avait commandé une pizza. Je lui ai donné mon adresse et je lui ai demandé de passer vers 19h. Ce jour-là, j'ai fait le ménage. J'ai enfilé un vrai jean au lieu du pyjama que je traînais depuis des semaines et je me suis senti presque normal. On a sonné à la porte à 19h15. J'ai ouvert et je suis tombé sur un mec sur mon perron qui n'était pas Evan. Enfin, il avait à peu près la même carrure peut-être, mais il était plus âgé et plus maigre. Son visage n'allait pas. La peau était tendue sur ses pommettes et ses yeux étaient beaucoup trop écarquillés. Il tenait un sac Dollar Tree à la main et il souriait. J'ai froncé les sourcils et j'ai commencé à refermer la porte en lui disant qu'il devait y avoir une erreur. Il a ri et m'a expliqué qu'il voyageait beaucoup pour le boulot et qu'il avait perdu pas mal de poids à cause du stress. Il a dit que je me souvenais sûrement de lui d'après ses vieilles photos, celles d'il y a 2 ans, à l'époque où il avait encore son petit bidon de papa, et il s'est excusé. L'explication tenait la route. Les gens font ça tout le temps, non ? Et il avait l'air vraiment gêné. Alors j'ai reculé et je l'ai laissé entrer. Il a traversé mon appartement lentement, en regardant tout autour de lui. Il s'est arrêté devant les photos accrochées au mur et il a jeté un œil dans le couloir qui menait à ma chambre, tout en parlant du trafic et de la météo.
Il a dit qu'il connaissait bien le quartier, qu'il y était déjà passé. Rien de tout ça ne collait avec les vannes avec qui j'avais échangé pendant 2 semaines. Celui-là était charmant, drôle, avec de la répartie. Celui qui était devant moi était nerveux et n'arrêtait pas de toucher à tout. Puis il a dit un truc qui m'a serré la poitrine. Il a dit que les murs dans ces immeubles étaient tellement épais qu'on n'entendait vraiment pas grand-chose d'un appart à l'autre. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, je paniquais. Quelques minutes plus tard, je lui ai dit que j'allais chercher l'escabeau dans ma chambre. Il a dit qu'il allait m'aider et il a commencé à me suivre dans le couloir, même quand je lui ai dit que ça allait. On est arrivé jusqu'à la porte de la chambre. Je suis entré et je lui ai dit fermement d'attendre dehors. Aussitôt, j'ai fermé à clé. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé les secours. Mes mains tremblaient tellement que le portable a failli m'échapper. J'essayais de chuchoter à l'opératrice quand il a frappé. Je n'ai pas répondu. Il a fait une pause, puis il a appelé mon nom d'une voix chantante qui m'a fait dresser tous les poils du corps. 3 secondes plus tard, il tripotait la poignée. Il a frappé la porte tellement fort que le cadre en tremblait. J'ai réalisé que ma porte finirait par céder et que les flics n'arriveraient pas à temps. Alors j'ai sauté par la fenêtre et j'ai atterri pieds nus sur le sol glacé. J'entendais encore ses cris et ses coups de pied dans la porte. J'ai couru jusque chez ma voisine, Madame Smith. J'ai tambouriné à sa porte jusqu'à ce qu'elle ouvre. Elle m'a regardé 1 seconde et elle m'a tiré à l'intérieur sans dire un mot. La police est arrivée 10 minutes plus tard peut-être. Ils sont entrés dans mon appartement, armes au poing. L'homme était parti, mais il avait laissé des traces derrière lui. Tous les placards de ma cuisine étaient ouverts, tous les tiroirs avaient été tirés et vidés. L'armoire à pharmacie de la salle de bain était grande ouverte. Le tiroir à sous-vêtements dans ma chambre avait été fouillé. Ça m'a donné la chair de poule quand j'ai compris que cet homme avait volé plusieurs de mes culottes. Et sur le mur de mon salon, écrit avec une substance sombre qui dégoulinait, il y avait un message qui disait « Joyeux Noël, Léa ». Les policiers n'ont pas voulu me dire avec quoi c'était écrit. Ils ont juste dit qu'ils envoyaient ça au labo. L'un d'eux m'a demandé si j'avais vu des coupures sur l'homme. Non, ce qui voulait dire que le sang venait d'ailleurs. L'inspecteur a dit qu'ils enquêtaient, mais qu'ils n'avaient rien à se mettre sous la dent. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Le dossier a été classé au bout d'1 mois. J'ai déménagé 2 semaines plus tard. Je ne pouvais pas rester là, en sachant qu'il était entré dans ma chambre, qu'il avait fouillé dans mes affaires, qu'il avait tout planifié. Ça fait 1 an maintenant. Je ne peux toujours pas regarder de guirlandes de Noël sans avoir l'estomac retourné. Je ne peux pas ouvrir une appli de rencontre, ni rester seul avec quelqu'un que je ne connais pas. Parfois, je pense à ce qui serait arrivé si je n'avais pas fermé cette porte de chambre à clé et si je n'avais réussi à m'enfuir. L'inspecteur m'a dit que j'avais eu de la chance, que la plupart des femmes dans ces situations-là n'ont pas l'occasion de courir. Mais je ne me sens pas chanceuse. Je me sens piégée en sachant qu'il est là quelque part, en train d'utiliser les photos de quelqu'un d'autre, en train de proposer à une autre femme seule de l'aider à accrocher des guirlandes de Noël, en train de se faire inviter dans un autre appartement, et je me demande si elle aura une issue de secours.